bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. Mon co-animateur Olivier de Scooter est toujours à côté de moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Antoine Méchin. Salut Antoine. Salut les gars. Hier, on a bien vu avec toi ton historique, ton passif, ce qui t'a fait découvrir le sport et plus particulièrement le triathlon. Tu nous as dit d'ailleurs hier en introduction que tu es triathlète professionnel depuis milieu 2019. Qu'est-ce que ça veut dire être triathlète professionnel ? Ça veut dire tout simplement que je dirais 80% de mon temps est dédié à ma pratique perso du triathlon. Ouais, 80%, je dirais. Et que je m'investis beaucoup plus qu'avant, donc depuis milieu 2019, dans cette pratique, que je mets tout en œuvre pour performer et que je participe aux courses donc avec ce qui se fait de mieux dans notre discipline, que ce soit sur Alpha Ironman ou Ironman. Alors quand tu dis que tu mets 80% de ton temps dans la pratique du triathlon, est-ce que tu inclus aussi la récupération dedans ? Ouais. En fait, je laisse 20% pour environ 20% de mon temps hebdomadaire est dédié aux athlètes que je peux entraîner actuellement. Donc c'est pour ça que je te dis. Ouais, donc ça te fait un jour par semaine, quoi. Ouais, en gros, je prends. Ouais, bon, j'y bosse tous les jours, mais en gros, ça fait une journée. Ouais. Quelle est la différence ? Parce que c'est vrai que je sais qu'en France, il y a un statut spécial pour athlète de haut niveau et athlète professionnel. C'est quoi la différence pour toi ? Athlètes de haut niveau, souvent, ils sont sur liste, c'est sur liste ministérielle, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. Sportif professionnel, c'est à partir du moment où tes revenus découlent de ton activité professionnelle du triathlon, t'es considéré sportif professionnel. T'as aussi la licence professionnelle de la fédération qui fait preuve, quoi. Et voilà. Et donc typiquement en tant que professionnel, t'es payé par la ligue ? Non. Nous, la fédération, comment ça se passe ? Non, en France, on se débrouille sur notre pratique. Moi, j'ai la chance d'avoir des sponsors, disons, qui me suivent et notamment mon club, les Sables Vendée Triathlon, qui m'aide financièrement sur ma saison, et puis quelques sponsors à côté, notamment des grosses entreprises de mon département, voire du département de mon club en Vendée. Je te garderai en réserve, Antoine. Faudra qu'on reste en contact parce que je publie un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires où justement j'interviewe les sportifs pros ou anciens pros pour en savoir plus sur comment on vit d'eux et par sa passion. Donc ce sera un sujet que si tu veux bien on pourra aborder aussi justement le financement de ta carrière. Mais effectivement en France, pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a souvent cette à la fois amalgame et distinction entre sportif pro et sportif de haut niveau. Finalement t'as pas besoin d'être professionnel pour être de haut niveau. Par contre, quand t'es pro, t'es souvent quand même de haut niveau. Mais j'en déduis que toi, ça veut dire que tu n'es pas inscrit sur les listes ministérielles ? Non, il y a un temps où j'étais pas loin, je pense, d'intégrer l'équipe de France de duathlon. Il aurait fallu que je fasse le choix de m'orienter un peu plus sur le duathlon et pourquoi pas ensuite envisager d'intégrer les listes ministérielles. Mais en triathlon, aller sur le long, je sais même pas. Il y en a peut-être quelques-uns là quand tu as été champion du monde ITU. Mais c'est très compliqué pour être sur liste en France, surtout sur du triathlon de longue distance. Ouais, parce que de toute façon, pour être considéré comme sportif de haut niveau, quel que soit le sport, il faut qu'il y ait un minimum de championnat du monde et puis que ce soit des sports olympiques, ce qui est pas le cas du triathlon longue distance en tout cas. Exactement. Tu as découvert le triathlon à 20 ans. Est-ce que tu performes, voire tu surperformes déjà très tôt, ou est-ce que ça a été plutôt un chemin de longue haleine? Et puis quand est-ce que tu as commencé vraiment à t'orienter vers le long? En triathlon, au début, quand j'ai commencé mes premiers triathlons, franchement c'était pas ça, c'était une catastrophe. Je galérais vraiment. Après, j'avais forcément pas le matériel adéquat aussi, donc c'était une cata. Alors raconte-nous ton premier triathlon, du coup, c'était quoi? Sur un VTT, sur le vieux vélo qui traînait dans le garage? Exactement. Mon premier triathlon, c'était avec ma combi de surf. C'était avec le vieux vélo Peugeot de mon papy,
putain, le truc avec les vitesses au cadre, tu vois. Et puis bon, la course à pied avec les chaussures de course à pied, voilà, je sais même pas si c'était des chaussures de running, enfin bon, bref. Et voilà, donc ça c'était mon premier triathlon, ma découverte. J'ai pris une vraie tôle c'était, en plus je le savais pas moi, c'était le championnat régional. Et ouais, du coup j'avais fini vraiment loin. Mais finalement j'ai pris plaisir, même en étant un peu à la rue. Et puis les triathlons qui ont suivi, c'était pas forcément ça, même si j'avais récupéré un vélo un peu mieux. Et puis une combinaison de triathlon. C'était de mieux en mieux, disons. Mais c'était pas ça. Non, au début c'était vraiment pas ça. Franchement, si aller en course à pied, c'était pas trop mal. Mais non, j'ai eu des déclics, disons. Heureusement. C'est quand même génial parce que ça démontre que finalement le triathlon, on a toujours tendance à dire que le triathlon est cher. En fait, finalement, c'est pas si cher que ça. Enfin, en tout cas, si on veut ne fût-ce que participer ou en tout cas s'initier au triathlon, il y a moyen de le faire pour vraiment très peu. Même si bon, les prix d'inscription sont toujours un petit peu chers, mais encore une fois, ça dépend un peu d'une organisation à l'autre. Et donc voilà, il y a moyen de participer pour pas trop cher. Après, c'est clair que si on veut performer, oui, les budgets peuvent vite s'envoler. Souviens-toi le livre qu'on a coécrit sur la partie matérielle, justement, on a sorti une checklist pour vraiment débuter le triathlon avec 350 €. Oui, exactement. Tu découvres ça à 20 ans, tu souffres un peu. J'ai quand même toujours en mémoire que tu nous as dit hier que la natation et le vélo, c'était pas trop ça. Pourtant, surtout quand on est dans le cours, il me semble que la natation est quand même primordiale en triathlon. Comment est-ce que tu progresses ? Moi, c'est aussi pour ça que j'ai vite bifurqué sur le long, hein, parce que je t'avoue que j'ai vite eu des déclics en course à pied, et avec le niveau que je commençais à avoir à pied, je me suis dit putain, ça serait vraiment bien que je sois bon en natation pour pouvoir performer et m'exprimer enfin sur des triathlons avec drafting. Mais en fait, à chaque fois dans l'eau, tu vois, j'ai fait un peu de D2 triathlon. Dans l'eau, je sortais pas si loin, mais tu connais le triathlon et tu sais que jamais dans le bon paquet, quoi. Voilà, sur un triathlon avec drafting, même si tu sors pas si loin, si t'es pas dans le pack, c'est terminé. Même après, t'as beau courir, tu reviens un petit peu, mais tu joues pas devant. Donc j'étais pas bon nageur à la base, donc j'ai beaucoup bossé ma natte. Je pense que c'est une discipline où j'ai vraiment pas de qualité, aucune qualité. Franchement, c'est que du travail. Donc j'ai travaillé au fur et à mesure dans cette discipline. Je commençais vraiment à apprécier la natation au fur et à mesure des années. Je savais très bien que la différence de niveau aussi en natation, que ce soit en groupe d'âge ou en pro, c'est quand même pas le même niveau aussi. Donc je savais très bien que dès que j'allais me décider à passer pro, que j'allais aussi devoir mettre les bouchées doubles, disons, en natation, et c'est ce que j'ai fait. Disons que bon, cette année avec le Covid, ça a été encore compliqué de nager en groupe, etc. Mais l'année dernière, j'ai beaucoup nagé, et j'ai réussi à franchir des caps en natation, à découvrir des sensations et tout. Donc voilà. Mais mon niveau natation, c'est aussi ça qui a fait que je suis passé rapidement sur le long. Parce que j'ai vite compris que j'allais pas nager moins de 4,30 ou 400, tu vois. J'arrive. Bon, alors écoute, si tu veux un petit clin d'œil, il y a quelques semaines, on a reçu David Holderbach, qui est un ancien nageur, qui a fait 2 fois les JO, et lui, il s'est mis au triathlon, et son premier Ironman, il sort en 48 minutes. Ah ouais. Transition comprise, c'est pas mal. Oh putain, oui. Ah oui, c'est un sacré nageur, ouais. Voilà, donc moi je suis plutôt dans le paquet du milieu, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi aussi, je te comprends tout à fait, je suis plutôt dans le paquet de la fin. Mais non, maintenant avec les Rolling Start, t'es dans le bon paquet, Olivier. Non, mais donc plus sérieusement, tu nous dis c'est notamment en raison de tes qualités de nageur que tu estimes pas très bonne, que tu as bifurqué vers le long. À quel moment à peu près? Est-ce que c'était la première année, la deuxième, la troisième? L'idée, c'est un petit peu de voir aussi pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'il est toujours possible de commencer, de performer, de se faire plaisir, et puis que c'est pas parce qu'on n'est pas forcément excellemment bon sur du court ou du moyen court que sur du long, on peut devenir très bon, quoi. Ouais, non, moi j'ai quand même j'ai fait quelques années, j'ai essayé vraiment de performer sur le court. Mais après, je m'en suis rendu compte. Mon premier long, c'était en 2015. 2015-2016, j'ai fait les deux. Du court, du long, du M100 drafting, j'aimais beaucoup. Puis 2017, premier Ironman. Là, voilà, depuis 2017, plus du tout de triathlon court, que du longue distance, que de l'Ironman. Et donc encore un peu de duathlon. Et quand tu dis que l'Ironman est ton premier Ironman en 2017, c'était un full, hein, c'était pas un 73. Non,
vraiment un full. Mon premier 70.3, bah ouais. Enfin, le label 70.3, il est venu l'année d'après. Mais sinon, j'avais fait des longues distances, disons, sans label à partir de 2015. On regardait un petit peu ta fiche athlète tout à l'heure et notamment sur ton site. Je vois quelques belles performances en duathlon pour le coup. Est-ce que le fait, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir mixé le triathlon, le duathlon, ça t'a pas fait aussi réaliser assez vite que finalement tu avais quand même quelques grosses capacités en vélo et en course à pied et moins en natation et que peut-être ce serait peine perdue de trop travailler en natation? Ouais. Ça, tu vois, c'est une question que je me suis pas mal posée aussi parce qu'il y a eu un moment donné où je savais plus trop. En fait, je voyais que je progressais en course à pied assez facilement et très régulièrement. Et il y a même eu un moment donné où je me suis dit, mais je ferais mieux limite de me spécialiser en duathlon et essayer d'atteindre le plus haut niveau en duathlon. Mais ça me vendait pas du rêve en fait le duathlon, tu vois. Même du long. Les courses. Non, du long ou du court, franchement, ça me vendait pas du rêve et c'était pas. C'est une discipline que j'aime, mais en plus du triathlon, moi, c'est vraiment le triathlon que j'affectionne particulièrement. Donc après, oui, je me suis dit, les qualités en course à pied sur le long, elles sont là. Je l'ai montré aussi sur mes premiers longues distances. À vélo, il y avait du taf, mais je savais que j'allais vite progresser. Et puis en natte, ouais, j'aurais pu mettre le paquet. Peut-être plus le paquet en vélo et en cap et laisser la natte, enfin progresser en natte, mais je savais que je serais limité en natte, quoi, disons. Mais finalement, quand tu vois les dynamiques de course aujourd'hui, même sur le long, t'es obligé de nager un minimum. Tu vois le niveau natte, même maintenant, on dit un mec comme Sanders, on dit qu'il nage pas bien, mais ça nage quand même. Hein, le gars, que même Kinle, tu vois, Kinle, Sanders, tout ça, c'était quand même des gars qui nagent correct. Hein. Donc moi, mon but, c'était vraiment de je sais qu'à vélo je serais toujours en dessous d'eux, donc mon but c'était quand même de nager correct, un petit peu mieux qu'eux si possible, et c'est ce que j'arrive à faire à l'heure actuelle. Donc non, j'y ai pensé un temps à vraiment m'orienter plus vélo cap, mais en fait quand tu vois les dynamiques de course actuelles, t'es obligé de franchir des paliers en natation pour pouvoir jouer un petit peu en triathlon, t'es obligé. Et à cette époque-là, tu ambitionnais déjà de devenir professionnel quand t'as fait le choix entre duathlon et triathlon? Bah non, parce qu'en fait, quelle année, je sais plus, que j'ai fait des bonnes perfs en D1 de duathlon, c'était la même année, je crois, que mon premier Ironman. Donc ça devait être 2017. Ouais, j'ai fait dans ma tête le choix, il était vite fait que c'était que le duathlon resterait secondaire. Parce que ça joue non, mais parce que ça joue aussi, enfin je veux dire au niveau professionnel, c'est quand même plus facile d'être pro en triathlon qu'en duathlon. Il y a plus de budget, le triathlon c'est quand même plus répandu, le duathlon c'est quand même très niche et c'est un sport olympique. Exactement. Mais de toute façon, à ce moment-là, honnêtement, en 2017 par exemple, moi j'envisageais pas du tout de passer sur le circuit pro en triathlon. Donc non, je voyais je voulais continuer à progresser, tu vois, je voulais progresser dans les 3 disciplines quand même. Donc mais je voyais pas de circuit professionnel dans les années à venir, non. Bon, et parce que on parle depuis un moment de ton palmarès, mais on l'a pas encore cité. On peut peut-être justement le citer demain. On va garder la surprise pour l'épisode de demain. Allez, on garde encore un peu de suspense. Bon bah rendez-vous demain alors. À demain. Salut les gars. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.